Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale en collaboration avec mon ami Alexis Rastier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très médiatisé en ce qui concerne la paléontologie. Les idées reçues sont extrêmement nombreuses et avec Alexis, nous allons essayer de démêler le vrai du faux et vous expliquer un peu ce qu'il s'est réellement passé il y a 66 millions d'années. Je parle évidemment de la crise Crétacé-Tertiaire, aussi connue sous le nom de crise Crétacé-Paléogène ou crise KT. Il s'agit donc de la crise qui aurait soi-disant mis fin au règne des dinosaures, avec la météorite, les volcans, la terre qui s'assombrit, etc. etc. C'est l'apocalypse! Tout d'abord, je tiens à rappeler que les dinosaures ont survécu à cette extinction. Ça, c'est la base, contrairement aux ptérosaures ou encore aux divers reptiles marins du Mésozoïque. Je rappelle aussi que ce n'était absolument pas l'extinction la plus violente que notre planète ait connue. Elle fait d'ailleurs pâle figure à côté de l'extinction Permien-Trias il y a 250 millions d'années. Mais alors, que s'est-il vraiment passé il y a 66 millions d'années ? En 1980, Walter et Luis Alvarez rendent publique une étude scientifique consacrée à la cause de cette extinction de masse. Cette étude est une analyse nouvelle pour l'époque et elle suggère une cause extraterrestre. Comme preuve de cette affirmation, les chercheurs avancent l'anormalement grande concentration en iridium des roches calcaires découvertes en Italie, au Danemark et en Nouvelle-Zélande, datées d'environ 65 millions d'années, ce qui coïncide parfaitement avec l'extinction Crétacé-Paléogène. Alors en quoi un métal appartenant au groupe du platine comme l'iridium serait une preuve d'un impact d'une météorite ? Eh bien, il se trouve que l'iridium est très rare sur Terre, mais très présent dans des météorites, comme par exemple les météorites de fer. Les scientifiques en ont donc déduit un impact extraterrestre qui aurait mené à un assombrissement généralisé de la surface terrestre, dû à des poussières propulsées dans la stratosphère. Ces poussières auraient sérieusement et négativement impacté la qualité de la photosynthèse, avec les conséquences sur la biodiversité qui accompagnent une pareille catastrophe. Ils font plusieurs estimations quant à la possible taille du cratère, allant de 4 à 10 km. Une étude de 1991 va clairement dans le sens de l'analyse des Alvarez, car en effet cette étude décrit ni plus ni moins la découverte d'un cratère colossal vieux d'approximativement 65 millions d'années dans le golfe du Mexique, dans le Yucatan. Ce cratère, dit de Chicxulub, serait donc la trace d'une météorite responsable notamment de séismes de magnitude 10 à 11 sur l'échelle de Richter, ce qui représente un séisme bien plus puissant que tous les séismes jamais enregistrés par l'humanité. Également, un pareil impact aurait dû provoquer, selon les estimations réalisées par des scientifiques dans une étude toute récente, une éjection très importante de gaz polluants, plus précisément 130 gigatonnes de soufre et 160 gigatonnes de CO2 selon les estimations les plus basses. Les plus hautes étant de 325 gigatonnes pour le soufre et 425 pour le CO2. Je rappelle qu'une gigatonne c'est 1 milliard de tonnes, pour vous donner un peu une idée de l'impact climatique d'une telle chute. Heurtant la Terre avec un angle d'impact estimé à 60 degrés vers le sud-ouest du Golfe, cet objet d'environ 12 km de diamètre et accompagné de sa masse estimée à 2,5 gigatonnes n'a certainement pas été une très bonne nouvelle pour les quelques êtres vivants de la zone. Entre le vent, l'onde de choc absolument phénoménale, la chaleur, les séismes, l'hiver permanent, la chaîne alimentaire détruite, le dérèglement climatique, ça en fait des dégâts. Pour en savoir plus sur l'effet immédiat d'un impact similaire, je vous encourage à visionner la vidéo d'AstronoGeek qui détaille assez bien ce qui pourrait se passer si ça arrivait aujourd'hui. Les pluies devenues acides, car chargées en soufre, auraient sérieusement pu affecter le milieu marin, en plus du changement climatique intense, ce qui expliquerait en partie l'extinction progressive des ammonites, même si ce sujet reste encore un mystère en paléontologie. De telles collisions, comparables à celles de Chicxulub, ont été marquées par des cratères gigantesques, comme celui de Bédou, qui correspondrait à un autre impact météoritique plus intense encore, cause possible de la terrible crise permo-triasique il y a 251 millions d'années, avec l'éruption des trappes de Sibérie. Mais l'impact météoritique n'est pas l'unique cause évoquée par les scientifiques. En effet, la deuxième cause majeure de cette extinction n'est cette fois pas extraterrestre. Et aujourd'hui nous allons parler du deuxième grand cataclysme très certainement lié à la crise Crétacé-Paléogène, de par premièrement son ampleur mais aussi par sa proximité dans l'échelle des temps géologiques avec la fameuse limite KPG. Il s'agit de l'éruption des trappes du Décan. Mais avant de vous expliquer en quoi cette gigantesque éruption est en bien des aspects un élément ayant joué un rôle capital dans cette crise biologique, découvrons tout d'abord d'autres processus pouvant participer à l'hécatombe Crétacé-Paléogène. On
le sait, tout changement brusque et intense dans un environnement donné causera l'extinction des espèces vivant dans ce milieu, car ces dernières n'auront tout simplement pas eu le temps de s'adapter aux nouvelles conditions environnementales. Et bien sûr, les changements climatiques globaux, s'ils sont suffisamment importants, peuvent aussi causer la destruction totale d'écosystèmes entiers. Or, comme on le voit dans cette publication, des changements climatiques importants sont survenus juste avant la crise KPG. Mais posons-nous une question. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer de tels bouleversements climatiques juste avant la limite Crétacé-Paléogène? Eh bien, plusieurs facteurs sont corrélés et nous allons les voir immédiatement. Premièrement, les fameux cycles de Milankovitch. Et oui, ils sont aussi dans l'équation. Les cycles de Milankovitch expliquent les variations climatiques importantes survenues au cours du Pléistocène-Holocène, comme par exemple les transitions entre les périodes interglaciaires et les périodes de glaciation. Les trois principales composantes de ces cycles sont les variations de l'excentricité de l'orbite terrestre. En effet, tous les 100 000 ans à 400 000 ans, l'orbite terrestre peut changer quelque peu de forme, formant des ellipses ou un cercle presque parfait. Une excentricité faible de l'orbite terrestre peut engendrer des écarts saisonniers de moins en moins importants, et cela est propice à l'installation d'une nouvelle période de glaciation. Enfin, l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil est aussi une des composantes des cycles de Milankovitch. Les changements d'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil tous les 23 000 ans à 19 000 ans peuvent aussi profondément modifier le climat global de la Terre. Nous avons également la fluctuation des courants océaniques. En effet, et je pense que vous le savez, les courants océaniques dépendent entièrement des changements climatiques globaux, mais aussi de la tectonique des plaques. Lors d'un réchauffement global assez intense, les courants océaniques ont tendance à ralentir, ce qui peut modifier le climat. Les milieux proches des pôles sont de moins en moins alimentés en eau chaude provenant des zones tropicales, ce qui peut engendrer des refroidissements climatiques. En plus des cycles de Milankovitch, où on alterne entre période glaciaire et période interglaciaire, nous avons aussi l'activité volcanique globale. Et il faut savoir qu'au cours des 3 derniers étages du Crétacé supérieur, le Centonien, le Campanien et le Maastrichtien, eh bien l'activité volcanique globale a fortement augmenté, permettant l'émission d'une très grande quantité de gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone. Et vous le savez aussi, puisque c'est parfaitement d'actualité, que des rejets massifs de dioxyde de carbone a tout d'abord pour effet l'intensification du processus d'effet de serre, ce qui engendre un réchauffement global. Mais cela engendre aussi un processus d'acidification des océans, et ça aussi c'est particulièrement préoccupant. En effet, la réaction chimique entre les molécules d'eau H2O et les molécules de dioxyde de carbone CO2 engendre la formation d'acide carbonique H2CO3 et d'ion H+, provoquant une diminution du pH et donc une acidification globale des océans, provoquant à terme la dissolution des carbonates de calcium essentiels pour tous les organismes à coquilles. Il en résulte une forte diminution des populations de brachiopodes, de bivalves en général, ou encore de mollusques à coquilles et de crustacés. En bref, cela peut annihiler littéralement la base de la chaîne alimentaire, causant ainsi l'effondrement même de cette fameuse chaîne alimentaire. Et en parlant de l'activité volcanique, je pense qu'il est temps maintenant de parler des grandes éruptions du Décan. Les trappes du Décan se révèlent aujourd'hui être un relief très particulier que l'on retrouve en Inde. Ce sont littéralement des montagnes de basalte formées par l'empilement successif de coulées basaltiques qui constituent ce qu'on appelle les plateaux du Décan en Inde. Ce relief volcanique couvrant à l'heure actuelle une surface égale à 500 000 km² trouve son origine il y a entre 66,5 et 65 millions d'années avec la terrible éruption des trappes du Décan. Cet épisode volcanique majeur correspond à ce que l'on appelle un énorme panache mantélique. En effet, suite à une décompression adiabatique, c'est-à-dire à une diminution rapide de la pression exercée sur les péridotites, ces roches entrent alors partiellement en fusion et remontent rapidement vers la surface. Ce magma remplit alors de vastes chambres magmatiques, ce sont des points chauds. Le point chaud à l'origine des trappes du Décan est fixe car situé dans la sténosphère. Il se trouve aujourd'hui sous l'île de la Réunion, position géographique qu'occupait autrefois l'Inde il y a environ 65 millions d'années. Il faut le savoir, les phénomènes de trappes sont extrêmement rares, même s'ils sont d'une ampleur inégalée. Ce phénomène volcanique correspond à un panache mantélique absolument gigantesque, engendrant un déchirement de la croûte terrestre ainsi que des éruptions absolument colossales.
sur une surface s'étendant sur plus d'1 million de kilomètres carrés, pouvant correspondre ainsi à l'île indienne. Maintenant, imaginez ces éruptions colossales s'étendre sur plusieurs centaines de milliers d'années, voire sur le million d'années. D'ailleurs, les Traps du Décan ont très certainement émis une quantité absolument astronomique de gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone et le méthane. Les conséquences de telles éruptions ont été très certainement la quasi-destruction complète des écosystèmes indiens, et probablement une amplification du processus d'acidification globale des océans, ainsi que des changements climatiques globaux de plus en plus rapides dus à l'émission intensive de gaz à effet de serre. On estime même que l'impact météoritique développé précédemment par Giganto ait tout simplement amplifié l'activité des Traps en Inde, accélérant ainsi les bouleversements climatiques. Les phénomènes de Traps sont en général des causes majeures de grandes crises biologiques. L'éruption des Traps la plus importante que l'on connaisse à l'heure actuelle est celle ayant eu lieu il y a 251 millions d'années au cours de la transition permo-triasique. Il s'agit des Traps de Sibérie. Cet événement majeur de l'histoire de la Terre correspond parfaitement à la limite Permien-Triasique, correspondant à la plus grande crise biologique qu'ait connue le vivant sur notre planète. On retrouve aussi les Traps d'Emeshan pour la crise du Capitanien survenue il y a 265 millions d'années, ainsi que les Traps d'Éthiopie qui pourraient être corrélés avec l'extinction de la Grande Coupure il y a environ 34 millions d'années. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.